Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 50. Faut bien qu'on fasse un petit spécial, non? Avant de reprendre la suite des explorations. Si confus sont mes souvenirs. Tant d'incertitudes même, là où ils commencent. À certains moments, j'aperçois d'épouvantables perspectives sur les années qui s'étirent derrière moi, tandis qu'à d'autres moments, on dirait que l'instant présent est un point isolé dans une infinité grise et sans forme. Je ne suis même pas certain de comment je suis en train de transmettre ce message. D'un côté, je sais que je parle. J'ai cette impression vague que peut-être il faudrait une atroce médiation pour porter ce que je dis à l'endroit où je voudrais qu'on le comprenne. Mon identité est un brouillard ahurissant. Je pense que j'ai souffert d'un choc, un grand choc, peut-être venu des monstrueuses excroissances des cycles de mon unique et incroyable expérience. Et que ces cycles d'expérience dérivaient tous évidemment de ce livre, Manger au verre. Je me souviens, quand je l'ai trouvé, dans la faible lumière près de la rivière noire et huileuse où toujours tourbillonnent les brumes. L'endroit était vieux, si vieux, avec les étagères montant jusqu'au plafond, remplies de volumes pourrissants qu'on atteignait à travers une suite sans fin de pièces sans fenêtres et d'alcôves. Et encore, à leurs pieds, les tas sans forme d'un grand nombre d'autres livres, à même le plancher ou dans des coffres grossiers, et c'est dans un de ces tas que je l'avais trouvé. Je n'ai jamais su son titre, parce que les premières pages manquaient, mais il était tombé, ouvert vers la fin, et j'y saisis d'un regard ceci qui me fit chanceler le sens. C'était une formule, une sorte de liste de choses à dire et à faire, que je reconnus comme quelque chose d'obscur et d'interdit, quelque chose que j'avais lu autrefois furtivement dans les méandres où ces étranges anciens explorateurs écrivaient à la fois fascinés et dégoûtés dans cet univers des secrets sous haute garde dont j'aimais tant absorber la prose décadente. C'était une clé, un guide, pour certaines portes et transitions dont les mystiques avaient rêvé et murmuré depuis l'origine de la race, et qui avaient conduit à des libertés et découvertes au-delà des 3 dimensions et des royaumes de la vie et de tout ce que nous savons. Depuis des siècles, aucun homme pour se rappeler sa substance vitale ou savoir où la prendre, mais ce livre était bien sûr très ancien, non pas même imprimé, mais où la main d'un moine demi-fou avait tracé en latin ces phrases sinistres dont les onciales garantissaient la belle antiquité. Je m'en souviens, ce vieil homme me lorgnait en gloussant et me fit un signe curieux de la main quand j'emportais le livre. Il avait refusé que je le paye, et c'est seulement longtemps après que je devinai pourquoi. Comme je me dépêchais de revenir à la maison par ces rues étroites, venteuses, suffocantes du front de mer, j'avais l'impression effrayante d'être furtivement suivi à pas feutrés. Ces maisons chancelantes d'autres siècles semblaient des 2 côtés douées d'une malignité morbide et toute fraîche, comme si quelque canal de compréhension diabolique. J'avais l'impression que ces murs, ces pignons en suspension avec leurs briques désagrégées, le plâtre, les poutres moisies, avec ces fenêtres dont les losanges vous lorgnaient comme par des yeux de poisson, pourraient difficilement se retenir d'avancer et m'écraser. Et pourtant, tout ce que j'avais lu, c'était le dernier fragment du blasphème et de ses runes, avant de refermer le livre et de l'emporter. Je m'en souviens, je lisais ce livre, blême et enfermé dans le grenier que j'avais consacré de longtemps à ces étranges recherches. La grande maison était calme, parce que j'avais attendu qu'il soit minuit pour monter. J'imagine que j'avais une famille alors, même si les détails sont très incertains, et je sais qu'il y avait de nombreux domestiques. Mais de quelle année il s'agissait? Je ne sais pas. Parce que depuis j'ai connu tant d'âges et de dimensions que toutes mes notions de temps se sont dissoutes et recomposées. C'était à la lumière de chandelles que je lisais. Je me souviens de l'incessant égouttement de la cire et me parvenait de temps à autre le bruit des carillons d'église très distantes.
Je crois que je portais attention à ces carillons dans une intention particulière, comme si j'avais peur d'entendre une note intruse encore plus lointaine qui s'y serait mêlée. Alors se produisirent les premiers grattements et tâtonnements à la lucarne qui donnait au dehors, loin par-dessus les autres toits de la ville. Et parce que ce fut juste alors que je lisais à voix haute le 9e verset de ce chapitre primordial, je compris en frissonnant ce que cela signifiait. Parce que celui qui passe les portes sera toujours poursuivi par une ombre et plus jamais ne sera seul. Je l'avais évoqué, et le livre était bien sûr tout ce que j'avais supposé. Cette nuit, je passais la porte d'un vortex de temps et de visions ensemble tressées. Et quand la lumière du matin parvint dans le grenier, je découvris dans les murs, les étagères et les meubles ce que jamais je n'y avais vu auparavant. Plus possible de voir le monde. Cette nuit, je passais la porte d'un vortex de temps et de visions ensemble tressées. Et quand la lumière du matin parvint dans le grenier, je découvris dans les murs, les étagères et les meubles ce que jamais je n'y avais vu auparavant. Plus possible de voir le monde tel que je l'avais connu. Mêlé à la scène présente, restait à la fois un peu du passé et un peu du futur. Et tous les objets autrefois familiers surgissaient inconnus et étrangers dans la nouvelle perspective de ma vue agrandie. Et depuis lors, je marchais dans un fantastique rêve de formes inconnues ou mi-connues. À chaque porte traversée, je pouvais de moins en moins reconnaître avec évidence les choses de la plus proche sphère dont j'avais si longtemps été entouré. Ce que je voyais de moi, personne d'autre ne l'avait vu. Et je m'imposais à la fois le silence et l'écart, de peur d'être pris pour fou. Les chiens avaient peur de moi, parce qu'ils percevaient l'ombre extérieure qui ne quittait jamais mon côté, mais je lisais encore plus dans ces livres et ces rouleaux cachés et oubliés auxquels ma vision me menait, me poussant vers de nouvelles portes d'espace et d'êtres et de formes de vie plus près du noyau du cosmos inconnu. Je me souviens que dans la nuit, j'allumais les 5 cercles concentriques de feu sur le plancher et me levais depuis le plus étroit, psalmodiant cette litanie monstrueuse que le messager de Tartarus m'avait transmise. Les murs s'évanouirent. Et je fus emporté par un vent noir, à travers d'insondables golfes gris, avec les sommets en forme de crâne de montagnes inconnues à des kilomètres en dessous de moi. Encore un moment, et vint la noirceur totale et la lumière de myriades d'étoiles formant ces constellations étranges d'outre-monde. Et finalement, je vis une plaine illuminée de vert tout dessous, et y discernais les tours torsadées d'une ville construite d'aucune façon que j'aie jamais vue ou lue ou rêvée. Et comme je flottais plus près de cette ville, je vis un grand bâtiment carré de pierre dans un espace ouvert et ressentis la peur hideuse m'engloutir. Je criai, me débattis et après un vide, j'étais de nouveau dans mon grenier, affalé à plat sur les 5 cercles phosphorescents du plancher. Dans l'aventure de cette nuit, il n'y avait pas plus d'étrangeté que dans bien des précédentes nuits d'aventure, mais il y eut plus de terreur. Parce que je savais que j'étais plus près de ces golfs et de ces mondes du dehors que je n'en avais jamais été auparavant. Plus tard, je pris plus de précautions avec mes incantations, parce que je ne souhaitais pas être coupé de mon corps, de la terre, dans ces abysses inconnus dont je ne pourrais jamais revenir. 50e fois qu'on fait ces entrées comme ça par tous les côtés vers Lovecraft, avec probablement 500 encore qui attendent. Enfin, 50 plus 450, ça fera 500, voilà, ça ferait un beau chiffre. Il fallait quand même qu'on marque un petit peu le coup. Donc j'ai choisi ce texte très court, 5 pages, que les Lovecraftiens appellent traditionnellement « The Book », mais ce titre, le livre, c'est Robert Barlow qui l'a rajouté sur le manuscrit. Le titre n'est pas de Lovecraft lui-même. Ce qu'on sait,
donc je le lisais là, donc en point, seuil, j'ai rassemblé sous l'intitulé Dagon, comme ça une suite de textes qui sont un petit peu le laboratoire de Lovecraft, l'innommable, le chien, par-delà le mur du sommeil, donc des textes de diverses époques, mais qui sont pour moi un petit peu l'embryon, le centre comme ça du travail. On est en octobre 1933. C'est une petite bascule de 2 mois. Lovecraft vient de s'installer à College Street, où on a peu de renseignements sur ce qu'il fait, ce à quoi il travaille, sauf une lettre. Et dans cette lettre, ce qu'il dit, c'est qu'il veut se renouveler, qu'il en a assez peut-être de la machine comme ça, Weird Tales, du magazine, des formes du récit d'horreur, et qu'il souhaite revenir à quelque chose où la prose emmène le morceau. C'est pas nouveau, il est venu à la prose, au fantastique, par quelque chose, par une poétique, celle qu'il tient de Edgar Poe, celle qu'il a trouvée aussi chez Dunsany. C'est le moment pour lui, après les grandes avancées massives que sont Montagne de la folie, par exemple, de revenir comme ça à l'expérimentation. Et pour sortir de ce canevas, il va reprendre principalement vous savez, il y a tout un ensemble de textes en poésie, fungi, que je serais bien incapable de traduire tellement on est plus côté Mallarmé que quoi que ce soit d'autre. Et c'est dans son corpus poétique qu'il va reprendre comme ça des figures, des canevas, des trous comme ça entre le réel et ces cosmogonies sans fond pour... Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces textes ? Ce qu'il dit, c'est que dans cette espèce de vague comme ça d'écriture, il a beaucoup écrit, mais il a aussi beaucoup détruit. Évidemment, ce qu'il a détruit, on ne saura jamais ce que c'est. Pourtant, si c'est des morceaux comme celui-ci, qu'est-ce que ça aurait été bien qu'il s'en abstienne. Par contre, reste celui-ci. C'est 5 pages. La thématique du livre, par exemple, prenez, vous savez, Commonplace Book, ce recueil 1919-1934, 15 ans où Lovecraft accumule comme ça des notes, des projets de récits. Les figures du livre sont obsédantes. C'est toujours par l'imaginaire du livre qu'on passe qu'on quitte le réel et qu'on passe comme ça au fantastique. On trouve c'est une figure vraiment complètement centrale, au point que cette figure est incarnée, vous savez, dans l'œuvre par ce Necronomicon, livre fictif écrit par un personnage, Abdul Halazred. En anglais, ça fait All Has Read, l'homme qui a tout lu. Et cette création sonore, cette assonance, elle vient de quand il était tout petit, que son grand-père lui lisait sur ses genoux les 1001 nuits, et que lui, dans ses jeux, réinventait comme ça des personnages pour en refaire les histoires. Là, on n'a plus le Necronomicon, on a une figure du livre plus abstraite. On a quelque chose aussi qui est très proche. Moi, je suis toujours heureux de le relire à cause de ça. Il y avait une grande admiration pour La peau de chagrin de Balzac. Vous savez, ce livre cette peau trouvée chez l'antiquaire, et à chaque fois qu'on souhaite quelque chose, elle se restreint. Il reprend le canevas de la peau de chagrin, et voilà ce que ça donne. 1933, c'est-à-dire que dans les 2 ans à venir, il va y avoir beaucoup de voyages encore. Il y aura 2 grands textes dans l'abîme du temps. Celui qui hante la nuit, c'est donc ça aussi pour moi, ils font partie des petits cailloux là, qu'on a installés chez Point Seuil. Et puis la maladie qui en 1936 va l'emporter. Donc ce fragment que Lovecraft garde dans ses manuscrits, mais qu'il garde sans titre, évidemment quand il s'interrompt, il y a quelque chose, il n'a pas trouvé le rebond. C'est-à-dire que cette figure, ce que j'ai lu, vous voyez que c'est un moment comme ça de transition qui souvent dans les autres récits, prenez par exemple Rêve dans la maison de la sorcière, qui serait très emblématique, est amorcé par la situation contingente du récit. Et puis,
ce fragment-là, comme ça, cette traversée du réel par le livre, installe l'effet de sa narration parce que il faut bien qu'elle vienne traverser la donne de départ. Là, il n'y a pas de donne de départ. Donc le texte s'arrête, Lovecraft ne sait pas quoi en faire. Par contre, il va être à un autre niveau d'énoncé, un autre niveau d'invention. Le livre, j'ai un attachement particulier pour ces 5 pages, justement parce que qu'est-ce qui nous relie, nous, à Lovecraft, sinon l'idée du livre. Voilà, c'était une petite spéciale pour la 50.